Salut à tous, c'est Noderider, bienvenue sur la partie 2 de la vidéo donc dédiée au fonctionnement des blockchains. Si vous avez suivi la vidéo précédente, on a parlé de ce que c'était une blockchain, ce que c'est une blockchain EVM. On a discuté des différents arbres Merkle qui sont utilisés au niveau des blockchains EVM pour gérer les différents états stockés au niveau de la blockchain. On devait passer aux transactions sur cette vidéo pour continuer dans la foulée. Alors avant de passer aux transactions, je vais revenir un petit peu sur les Merkle Tree. Je vais vous faire un petit exemple, du coup sur les state trees. J'ai trouvé ce site qui est assez intéressant parce que ça permet d'avoir un aspect visuel de ce qu'on met ici. Okay. Donc là, en l'occurrence, moi j'ai quatre lettres ici, donc A, B, C, D. Ok. Et ici, en faisant donc le construct tree, il va me construire en fait. Alors ça, c'est un Merkle tree, hein, c'est pas un Merkle Patricia tree. C'est un peu plus compliqué les Merkle Patricia tree, parce que notamment au niveau des blockchains EVM, à chaque nœud ici, en réalité, on n'a pas que le hash, on a plusieurs informations, notamment euh, plusieurs champs qui permettent en fait de naviguer sur une adresse à partir du parent. Donc par exemple, si l'adresse ici c'était 6DC D4C, en fait j'aurais 6 ici, D ici, enfin voilà, ou DC ici. Ça permet de compresser en fait l'arbre. C'est pour des raisons de performance. Donc là, dans notre cas, donc le Merkle tree ici, comment ça marche? Donc ici, on voit quatre éléments qui correspondent en fait à mes quatre lettres, hein, A, B, C, D ici, d'accord? Et en fait, ça, c'est un hash. Alors, dans cet exemple-là, ils n'utilisent pas le SHA-3, ils n'utilisent pas l'algorithme SHA-3, enfin que CAC 256 côté EVM, hein, notamment. C'est une version modifiée du SHA-3. Ils utilisent le SHA-1, d'accord? Alors, là, si je regarde, j'ai A, B, C, D, ok? Donc, j'ai mes quatre éléments. Et si je regarde ici, SHA-1 de A, ça vaut, hop, voilà, je l'ai pas, donc je vais faire SHA-1 égale require de SHA-1, ok, SHA-1 de A, hop. Donc SHA-1 de A, j'obtiens ça. 6D, CD, 4, etc. Donc ça, c'est le hash SHA-1 de la lettre A. Et donc si je regarde là, 6D, CD, 4C, donc c'est la même. Alors sur ce site, il a pris uniquement les 2, 4, 6 premières lettres. Ok, donc c'est celle que j'ai ici. Si je regarde ici, 50CE8, c'est D. Donc si je fais SHA-1, SHA-1, hop, de D, tac, j'aime bien le 50C9 E8 ici. Alors là, du coup, on a un hash de chaque lettre, ok? Ce qui se passe, c'est que j'additionne ce hash et ce hash. Donc je fais ça plus ça, et je hash le tout. J'obtiens un hash ici. Okay, je fais pareil ici, j'obtiens un hash ici, et ensuite j'additionne ce hash, et j'obtiens ce hash final. Alors pourquoi c'est super intéressant? Parce que au final, donc admettons qu'on s'est mis d'accord sur cet arbre-là, ok, et que au moment où on va revenir, je sais pas, tu vas me dire, on va faire une modification sur la précédente, et que ABCD au final c'est A, ça veut dire que on te donne 100 $, on donne 200 $ à B, etc. On s'en fout. Là, si je fais une modification, admettons je mets S, ok, hop, là on voit que cette branche-là a changé, d'accord? Donc c'est là, ici on avait AB, maintenant on a AS, et le SHA-1 du tout ici a changé aussi. Donc ça me permet de détecter qu'il y a eu une modification sur mon arbre qui était censé être immutable, parce que moi j'ai besoin de stocker que ça. Pour savoir est-ce que mon arbre a changé ou pas, j'ai besoin de stocker qu'une seule information. J'ai pas besoin d'aller chercher dans tout l'arbre pour vérifier est-ce que ça a changé ou pas. Et l'autre point intéressant aussi, c'est que pour vérifier une information, donc c'est-à-dire par exemple celle-là, j'aurais besoin uniquement de ça, ça et ça. J'ai pas besoin des informations ici, puisque avec ça, cette information-là, je peux recréer le hash ici et vérifier est-ce que le hash que j'ai là. Alors, j'ai même pas besoin de cette info, pardon. J'ai besoin juste de ces deux éléments, ok, de cet élément-là, et puis ça, je l'ai parce que c'est ce qui me permet de vérifier.
Donc ce que je fais, c'est que je hash ça, j'obtiens un hash. Ça, cette information, on me l'a donné. Donc je mets les deux ensemble et puis je hash. Et je vérifie est-ce que le hash final correspond bien au hash que moi j'avais stocké chez moi. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la Merkle proof. D'accord. Et c'est ce qui permet de valider qu'un arbre Merkle Patricia ou Merkle classique est valide ou pas. Hop, donc petite parenthèse terminée. On revient sur notre présentation. Hop. Donc, euh, donc on était sur les transactions du coup. Quelques petits rappels sur les transactions. Hein. Donc, une transaction, c'est une opération qui modifie l'état de la blockchain. Elle a toujours pour origine un external account, ok, une action email automatisée, en dehors du système de la blockchain. Hein, c'est toujours, ça vient toujours de l'extérieur de la blockchain, hein, les transactions. Elle est toujours signée, important, par la clé privée d'un account. Ça permet de valider que je suis bien celui que je prétends être en fait en envoyant ma transaction. Pour le détail de comment ça marche, hein, la signature et comment c'est vérifié, je vous invite à aller voir le workshop Wallet. Et on a ensuite deux types de transactions hein, communes. Le transfert de valeur ou l'exécution d'un smart contract, hein, okay, et la création d'un nouvel account. Donc ça, c'est la création d'un smart contract et de son code associé, qui est une transaction dont le type est différent de la première. Alors après, il y a d'autres transactions possibles, hein, mais on va pas rentrer dans le détail ici. Donc au niveau d'une transaction, qu'est-ce qu'on a? Donc le nonce. Donc ça c'est le nombre de transactions envoyées par l'initiateur. Le nonce, c'est un élément important au niveau de la transaction puisque c'est comment dire, c'est l'élément dont on a parlé tout à l'heure et qui permet de savoir en fait combien de transactions a été envoyées par un account. On a on a le gas price. Le gas price, donc c'est le nombre de way que je suis que j'accepte de payer en fait par unité de gaz. Donc en gros, c'est moi qui détermine le gaz. Hein, c'est le fuel hein, de la blockchain. C'est ce qui permet de payer en fait l'exécution des transactions. Euh, et, euh, et donc le gas price que je définis ici au niveau de ma transaction, c'est pour moi combien, un gaz ça vaut tant de weight. Okay. Et le gaz limite, c'est la quantité de gaz maximale que le mineur ou le validateur doit utiliser pour exécuter ma transaction. D'accord. Donc en gros, parce qu'un mineur ou un validateur pourra potentiellement, ne consommera pas la totalité du gaz si vous êtes si vous fournissez une quantité de gaz trop importante. Et enfin le tout, c'est l'adresse à laquelle le message est envoyé et destiné. Donc ça peut être un smart contract ou une adresse d'un account externe dans le cas d'un transfert de monnaie par exemple. Alors, sachant que ce tout il sera vide quand on crée un contrat, puisque au moment de la création d'un contrat, on ne connaît pas l'adresse, c'est au niveau de la blockchain que l'adresse sera générée. Les champs liés au gaz, ils ont évolué hein, dernièrement, que ce soit pour BNB Chain ou Ethereum, puisqu'il y a des petites modifications, alors je les aborde pas ici, mais il y a des petites modifications qui font que maintenant, il y a une base de gaz en fait minimale quand on envoie une transaction. Avant, c'était beaucoup lié à l'enchère en fait c'était un système d'enchères. Alors, le système d'enchères continue à exister, mais il est diminué par le fait qu'il y a une base des gaz qui sont obligatoires en fait à chaque fois qu'on envoie une transaction. Et cette base de gaz, en fait, elle est brûlée, elle est burnée par la blockchain, ce qui fait qu'on est dans un process déflationniste. Alors le champ value, c'est le nombre de way qu'on va vouloir transférer. Alors il peut être égal à 0, hein, il peut être égal à 0. Mais en gros, c'est combien on envoie de way en fait à l'adresse tout quelque part. Le VRS, donc c'est les champs liés à la signature. Donc en gros, c'est ce que je vais obtenir quand je vais signer ma transaction, et c'est ce qui va permettre à la blockchain de vérifier que je suis bien celui que je prétends être, je suis bien l'adresse 0xToto, parce que j'ai signé la transaction justement avec la clé privée de l'adresse 0xToto. Le champ init, c'est un champ qui est présent uniquement pour les transactions qui créent un contrat. Et il va contenir en fait le code du contrat hein, compilé. Et il y a un autre champ que j'ai oublié de mettre ici, super important, c'est le champ data en fait qui contient
les données quand on appelle un smart contract, ça va contenir justement le nom de la fonction, les paramètres de la fonction qu'on souhaite, enfin la façon dont on souhaite appeler du coup un smart contract. Alors, ce qu'il faut savoir donc, c'est que les transactions peuvent être fabriquées via un wallet ou via du code. Ok. Bon, un wallet, voilà, vous faites votre appel via le wallet. Par exemple, vous voulez envoyer de la monnaie, vous voulez appeler une fonction de smart contract. On peut faire ça aussi du coup via du. Alors on pourrait faire ça via n'importe quel langage. Hein. C'est pas parce qu'au final, en face de nous, on a des nœuds qui ont une interface RPC et donc c'est-à-dire qu'ils écoutent sur un port particulier et il y a un format à respecter bien sûr. Mais du coup, on peut exécuter des transactions en appelant ces nœuds RPC. C'est d'ailleurs ce que font les librairies Web3 et c'est ce que fait aussi c'est ce que font des wallets comme MetaMask ou comme Trust Wallet. Alors dans le cas du Web3 là, j'ai mis un petit exemple de code. Allez, on va passer assez rapidement. Hein. J'ai la clé publique de mon compte, hein. J'ai ma clé privée. Bon, c'est une clé privée que j'ai générée, donc il n'y a pas de fond dessus. Ça sert à rien de l'importer dans votre wallet. J'ai la compte 2 ici auquel je vais envoyer du BNB. J'ai mon nonce que je récupère depuis le réseau. J'ai ma transaction ici, donc dans laquelle je mets mon nonce, à qui je l'envoie, combien j'envoie. Donc là, en l'occurrence, j'envoie un Ether. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un Ether, un BNB ici, c'est pareil, hein, puisque les librairies Web3 qu'on utilise pour coder ont été créées dans la foulée d'Ethereum. Et du coup, on retrouve cette notion d'Ether. Mais c'est l'équivalent de BNB. Un BNB, c'est équivalent. Le gaz que je souhaite utiliser au niveau de ma transaction et le prix du gaz que je souhaite payer. Donc c'est 50 gigawatts. Un gigawatt, c'est 1 milliard de watts. Okay. Je signe ma transaction ici. Okay, donc ici, je l'ai construite, je la signe. Alors, j'ai pas de champ data ni de champ init parce que j'appelle pas de smart contract, c'est un transfert classique. Et du coup, j'appelle ici, j'envoie ma transaction au nœud qui va la diffuser et puis elle va être traitée. Et voilà. Bon, ça suppose bien sûr que ici, j'ai du BNB pour pouvoir payer du gaz et envoyer bien sûr à un compte 2 le BNB que je lui ai promis. Donc j'ai pris un petit exemple de transaction sur BSC Scan ici. Donc là, on retrouve les éléments dont on a parlé. Alors le bloc auquel appartient, dans lequel a été embarquée la transaction en question, avec qui j'ai interagi. Là, en l'occurrence, c'est une interaction avec un contrat, hein, avec PancakeSwap. Ce que j'ai transféré, la limite de gaz. Alors tout à l'heure, je disais qu'un mineur ou un validateur peut ne pas utiliser tout le gaz. En l'occurrence, sur cette transaction, par exemple, il a envoyé lui une gaz limite. Il a envoyé un certain nombre de gaz. Et on voit que le mineur, le validateur n'a pas utilisé toute la quantité de gaz. Donc le gaz restant est remboursé en fait à l'émetteur de la transaction. Et enfin, on voit l'input data ici. Donc là, comme on est sur une transaction de type appel de smart contract, alors c'est de l'hexadécimal, mais le site BSC Scan la retransforme en quelque chose de lisible. On voit ici la fonction de transfert, c'est-à-dire j'ai transféré à quelqu'un un amount en fait en cake. Donc, j'ai transféré, je sais plus combien de cakes là, je sais pas combien il y a. Bon, enfin bref, j'ai transféré 933 cakes de mon adresse vers le recipient. Je peux aller dessus. Non, j'en vois pas. Voilà pour les transactions. Donc maintenant, on va passer au bloc. Ok, donc le bloc, il y a plusieurs éléments importants dedans. On a le header, ok, qui contient beaucoup d'informations importantes pour la partie sécurisation et validation d'un bloc. La liste des headers des blocs orphelins. Alors, je vais un peu passer là-dessus. Un bloc orphelin, au final, c'est présent qu'au niveau des proof of work. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir en fait des concurrences en termes de minage de blocs. Et in fine, si j'ai un bloc qui est miné par deux mineurs différents, ok, et qui partent sur le réseau quasiment en même temps, on peut avoir du coup deux blocs identiques et valides tous les deux. Mais on peut pas intégrer les deux blocs à la blockchain. Enfin, on peut pas rémunérer tout le monde. Donc, ce qui se passe, c'est que quand même, les blocs orphelins, on les maintient au niveau de la blockchain, notamment dans EVM, dans Ethereum, par exemple. Ils sont maintenus, ils sont référencés par le bloc qui a été retenu par tous les nœuds pour être le prochain bloc de la blockchain, et ils perçoivent une petite partie de la rémunération. Bon, le mineur principal, du coup, perçoit la plus grosse partie, et les blocs orphelins perçoivent aussi. Alors, ça permet d'inciter d'inciter les mineurs aussi à continuer à participer, parce que ça veut pas dire que du coup, ça veut dire que du coup, enfin,
Donc, pas obligé d'être le numéro 1 à chaque fois en termes de minage pour obtenir un reward. Et on a la liste des transactions embarquées dans le bloc. Alors au niveau du header, bon, je vais passer assez rapidement, hein, mais bon, parce qu'il y a des éléments qu'on a déjà vus. Donc on a beaucoup de hash, hein, vous voyez, on a le hash du parent, on a le hash de la liste des blocs orphelins de ce bloc-là. On a le bénéficiaire, ça c'est l'adresse qui reçoit les frais de transaction associés au bloc et qui reçoit aussi le reward dans le cas du proof of work, j'en parlerai après. Le state route, on a déjà vu ce que c'était, le transaction route aussi, le recept route. Alors log bloom aussi, c'est un élément supplémentaire. C'est ce qu'on appelle un filtre de Bloom. Euh, c'est quelque chose d'assez compressé, d'assez performant, qui permet en fait d'indexer en fait les receipts ici, parce que donc en gros, quand je vais aller chercher demander des receipts d'un bloc, ben, l'identifiant, alors je le cherche un peu partout dans mon Merkle tree là. Et donc là, avec ce filtre-là, ça permet d'améliorer les performances, puisque j'ai une indexation qui est faite au niveau de ce receipt de ce log bloom là, et je vais pouvoir aller chercher le receipt qui m'intéresse assez rapidement. Donc si je veux aller chercher une log d'une transaction sur un bloc donné, tout ça, je vais aller taper, enfin le client, plutôt l'implémentation de la blockchain va aller chercher dans le log de Bloom et ça va lui permettre d'aller rapidement chercher le receipt qui nous intéresse. Au niveau du header, on a d'autres éléments. On a la difficulté. Alors, cette difficulté sur la BNB Chain, elle vaut 0 parce qu'on est on n'a pas de minage en fait sur la BNB Chain. Sur Ethereum, par exemple, c'est la difficulté de minage. Alors, elle est réévaluée par le système à chaque nouveau bloc en fonction de certains paramètres, de combien de temps on a mis en moyenne pour valider les blocs précédemment, etc. Pour faire en sorte que ça reste jamais facile et plus on avance dans le temps, en gros, plus la difficulté de minage devient compliquée. Ça, c'est le numéro du bloc. Ça, c'est la limite de gaz autorisée pour le bloc. Or, au niveau d'un bloc, ce qu'il faut savoir, c'est que pour éviter que le bloc soit trop long ou qu'on mette trop de temps à valider un bloc, on limite le gaz autorisé. C'est-à-dire que on peut pas embarquer. Enfin, si j'ai 10 transactions et qu'il y a chacune un gaz dedans et que ma limite de bloc elle est de 10, ben, je peux pas aller au-delà de 10 transactions. Si je passe à 11, je suis au-delà de la gaz limite. Donc j'ai embarqué 11 transactions, je suis au-delà de la gaz limite. Mon bloc sera refusé. Euh, la totalité du gaz utilisé pour exécuter toutes les transactions du bloc. D'accord. Donc c'est-à-dire que je peux avoir une gaz limite de 10 gaz par exemple, mais potentiellement je ne peux consommer que 5 gaz au niveau de mon bloc. Okay. L'objectif c'est quand même de maximiser le gaz used. Bon, ça c'est de la théorie des jeux, etc. De manière à toucher le maximum de gaz, puisque ce gaz en fait est distribué. Alors en partie, hein, il y a eu une évolution sur les blockchains qui fait qu'une partie du gaz est burné, mais on va pas le détailler ici. Hein. Euh, euh, ce gaz est touché par le mineur ou par le validateur. Okay. Le timestamp, c'est quand est-ce qu'a été miné le bloc. Ça, c'est un champ supplémentaire qui permet de stocker de l'information au niveau du bloc. C'est à la charge du mineur ou du validateur. Je sais pas si je veux stocker, c'est mon anniversaire aujourd'hui en tant que mineur, je peux le stocker au niveau de ce champ-là, et du coup, ça sera figé dans la blockchain. Au niveau de la BNB Chain, ils l'ont utilisé pour des raisons différentes, on le verra plus tard dans la présentation. Le mix hash et le nonce, là, c'est des éléments en fait qui sont utilisés pour prouver qu'un mineur a fourni une certaine capacité en fait de calcul pour obtenir, pour miner le bloc, in fine. C'est-à-dire que dans l'algo du POW, c'est en créant en fait le mix hash, en combinant le mix hash et le nonce, qu'on arrive à trouver un résultat qui satisfasse à la difficulté. D'accord. Alors, l'aval des transactions. Donc ça, c'est un petit rappel de comment ça marche les transactions. Alors, j'ai pris Bitcoin. C'est à peu près le même principe sur les blockchains EVM, mais concrètement, on a Rob qui envoie de la monnaie, hein, on va dire que c'est du BNB par exemple. Il y a son wallet ou son code Web3 là qui signe la transaction. Hop, la transaction. Alors ici, en réalité, ce qui se passe, c'est que quand elle arrive sur un nœud, donc le nœud la vérifie pour vérifier qu'elle est
valide syntaxiquement. Alors je sais plus si c'est à ce moment-là qu'il vérifie est-ce que, si je crois que c'est à ce moment-là, il vérifie est-ce que Rob a assez de BNB sur son compte et tout ça, si le node c'est correct, etc. Et une fois que c'est fait ça, le nœud la diffuse en fait sur le réseau. Donc tous les nœuds vont recevoir la transaction. Et chaque nœud en fait va la mettre dans une ce qu'on appelle une piscine, donc le même pool, c'est une piscine mémoire in fine. Et c'est là-dedans ensuite que toutes les transactions en attente sont mises là-dedans. Et quand on vient construire un bloc, on va picorer dans ces transactions-là. Donc le mineur du coup ou le validateur inclut la transaction dans le bloc. La transaction est minée dans le cas du POW, validée, signée dans le cas du POS. Okay, il envoie ça à tout le monde et puis la transaction, le bloc est validé, puis on passe au bloc suivant, etc. Donc c'est un peu ça le life cycle des transactions et des blocs. Donc maintenant on va passer au proof of work, proof of stake. On va descendre un peu dans le comment ça marche. Alors, idem, on descendra pas dans les détails très techniques. On restera quand même sur du high level, mais ça vous permettra de comprendre les principes qu'on a derrière. Alors, Proof of Work, j'ai pris l'exemple Ethereum, et Proof of Stake, j'ai pris l'exemple de BNB Chain. Alors, sur BNB Chain, on est plutôt sur du Proof of Stake Authority. C'est un peu un mix entre le Proof of Authority et le Proof of Stake, parce qu'on a ça permet à une plus grande rapidité. Alors Proof of Stake pour sécuriser et le Proof of Authority pour optimiser en fait les performances de la chain. Alors on commence par le Proof of Work. Donc c'est quelque chose qui quand c'est couplé au reward en fait, hein, parce que bon si on demande à quelqu'un de calculer et de consommer de l'électricité sans le reward derrière, je suis pas sûr qu'il l'accepte, hein, ou qu'il joue le jeu de l'honnêteté. Ça va permettre en fait de résoudre le problème des généraux byzantins. Alors les généraux byzantins, je vous ai mis le lien. Je rentrerai pas sur le détail de la description, mais concrètement, c'est comment faire confiance en fait à des éléments qui sont éloignés, qu'on ne et enfin en gros on n'a pas de moyen en fait de valider enfin de faire en sorte de leur faire confiance, quoi. Et c'est ce mécanisme-là en fait qui va permettre de sécuriser les blockchains POW. En gros, il permet de s'assurer que la personne qui mine le prochain bloc, elle a fourni une quantité de travail suffisante pour miner le bloc. D'accord. Et ça permet de dire en gros, j'ai une armée derrière moi puisque vous voyez, j'ai miné le bloc. Ok. Donc je suis digne de confiance et que voilà. Et donc au final, c'est un problème mathématique. Alors c'est assez brute force hein, le problème mathématique en question. On va le voir après dans le détail. Et Bitcoin a été la première blockchain à proposer un algorithme Proof of Work pour la sécurisation de son réseau, ok, de blockchain. Hein, enfin, parce que le Proof of Work c'est quelque chose qui avait déjà été utilisé bien avant Bitcoin, mais dans le cadre de la monnaie Bitcoin, c'est voilà, c'est les premiers à avoir fait ça. Et donc à chaque fois qu'un bloc est miné, le mineur gagne le droit. Alors s'il est validé, le bloc doit être validé par tous les autres mineurs. Enfin, validé, c'est les programmes in fine qui sont installés sur les clients en fait Get ou les clients Bitcoin qui sont installés sur la machine qui font ce travail en fait de vérification et de validation. Le mineur il gagne le droit de récupérer les frais de transaction dont je parlais plus haut, c'est-à-dire qui ont été envoyés par les personnes qui souhaitent faire des transactions. Et il reçoit aussi une reward qui est créée. Okay, donc c'est une création de monnaie. C'est le seul endroit en fait, c'est le seul endroit où on crée de la monnaie au niveau d'Ethereum. Alors au niveau d'Ethereum, c'est pas capé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, actuellement, alors il va y avoir un changement prochainement, mais on va pas en parler ici. Euh, le, à l'heure actuelle, l'Ethereum, il y a pas de cap, il y a pas de création maximale. Côté Bitcoin, il y a 21 millions de Bitcoin. C'est-à-dire que au fur et à mesure qu'on va s'approcher des 21 millions de Bitcoin créés, ça va devenir de plus en plus difficile de miner des blocs. La difficulté va augmenter énormément. Donc tout le monde ne pourra pas miner du Bitcoin quand on sera à 20 millions, par exemple, de Bitcoin en circulation. Alors, comment s'appelle l'algo côté Ethereum? Il s'appelle ETH. Donc c'est une version modifiée de l'algo d'Agar Hashimoto. Pardon. Alors, il a été pensé pour être ASIC résistant. Donc les ASIC, c'est des éléments matériaux. Enfin, c'est du matériel informatique
qui permet de traiter du problème particulier. Par exemple, on a des ASIC pour le son, des ASIC pour l'image. Et là, dans le cas de Bitcoin notamment, il y a des constructeurs qui ont fabriqué des ASIC qui sont spécialisés dans le hachage et donc qui vont hyper vite. Alors, je sais pas si vous avez déjà vu ces images-là où on a des fermes Bitcoin en fait, où on a des centaines et des centaines d'ASIC qui côte à côte et qui travaillent ensemble pour essayer de résoudre le puzzle du prochain bloc. Et donc Ethereum avait essayé de penser son algo pour être ASIC résistant. Bon, il s'avère qu'en 2018, il y a une personne qui a démontré que on pouvait quand même miner de l'Ethereum avec de l'ASIC. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le principe du proof of work, c'est assez énergivore, hein, donc c'est peu à peu abandonné au profit du proof of stake, puisque c'est beaucoup plus écologique d'avoir une blockchain à base de proof of stake que de proof of work, puisqu'on a très peu de consommation d'électricité côté poste. Alors, l'algo de TH, comment il fonctionne? Alors, en gros, pour vous la faire simple, il y a une site de départ qui dépend en fait du bloc. Et cette seed-là, elle est renouvelée tous les 30 000 blocs. Les 30 000 blocs, c'est ce qu'on appelle une époque. Okay, donc, côté Ethereum, un bloc, c'est toutes les 15 secondes à peu près. 30 000 fois 15, combien ça fait? Ça fait quelques jours, bon, je sais pas exactement. En gros, toutes les époques, on refait ce travail-là de génération. Donc, ce qu'on fait, c'est que on prend la seed en question qui est générée à partir du bloc header. On génère un pseudo cache, enfin un pseudo random cache de 16 mégas. Ensuite, on génère un autre fichier de 1 giga, toujours en mode. Il y a le hashing intervient énormément ici. Hein, mais voilà. Et in fine, on crée un fichier de 4 gigas. Alors, sachant que les 4 gigas, c'est ce qu'il y avait au tout début de la blockchain. Et en fait, à chaque époque, la taille du fichier augmente d'une quantité prédéfinie. Et donc, la difficulté augmente forcément d'une quantité prédéfinie. Et c'est avec ce DAG là les hashes des blocs doivent être produits. Alors, du coup, pour que ça puisse fonctionner, il faut charger le DAG en mémoire. Et parce qu'il y a énormément d'accès mémoire en fait pour aller lire certaines pages du DAG. C'est ce qui fait que c'était ASIC résistant au départ. Et c'est ce qui fait que sur Ethereum, par exemple, ce qui est privilégié pour le minage, c'est les GPU. Donc les cartes graphiques, hein, parce qu'elles ont de la mémoire et elles sont vraiment optimisées justement pour la gestion de cette mémoire-là. Donc ça a participé un peu aussi à l'explosion des prix des cartes graphiques. Et donc là, on voit, on a le header du bloc, on a le nonce courant, et puis on va mettre les deux ensemble, et puis on va appliquer les fonctions de mixing là. Donc c'est du hash à chaque fois. Hop, hop, hop. À la fin, je vais obtenir quelque chose. Je vais hop, je reviens. Je suis parti un peu trop loin, désolé. Tac, 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 tac. Hop. J'étais où? Voilà, j'étais là. Et donc, en fait, en gros, à chaque fois, je vais chercher je prends un nonce donné, je fais un premier mix avec une partie de la page. Alors, les pages à sélectionner sont prédéterminées à chaque bloc. Et tout le monde en fait est logé à la même enseigne, hein. Tous les nœuds sont logés à la même enseigne. Donc je vais chercher ces informations-là. Je prends le nom de sans question en entrée et le header du bloc et je vérifie à la fin est-ce que c'est plus petit que la difficulté qui a été donnée, la difficulté courante du bloc. Si c'est pas le cas, je recommence. Donc j'étais sur le nonce 0, puis le nonce 1, puis le nonce 2, etc. Donc on est vraiment sur du brute force pour trouver un résultat qui satisfasse à la difficulté. Une fois que j'ai trouvé le résultat qui satisfait à la difficulté, le résultat du coup doit être inférieur ou égal à un certain nombre. J'envoie, je considère que le bloc est miné, donc je fais ma validation, ma finalisation, j'envoie mon bloc sur le réseau. Et là, alors le truc avec le proof of work, c'est que il faut énormément de ressources pour miner. Par contre, pour vérifier est-ce que le hash qui a été produit, le mix hash qui a été produit je vais y arriver, par le mineur est valide, il faut pas beaucoup de ressources, puisque il nous aura donné le nonce qui va bien, le header on l'a, puisque c'est le header du bloc, et puis on va vérifier avec le nonce en question, on va faire cette opération, une opération qui permet d'aller vérifier est-ce que ça correspond ou pas, et si ça correspond, on est ok. Donc on n'a pas besoin d'accéder, on considère que le bloc est valide. Et du coup, la reward est attribuée du coup aux mineurs et éventuellement aux mineurs
aux mineurs qui ont produit des blocs orphelins. Alors, ce qui se passe en fait, ouais, donc je parlais des nœuds qui validaient. Les nœuds font pas confiance, hein, ils valident pas comme ça simplement, puisque ce qu'ils vont faire, c'est que une fois que le bloc est arrivé, ils récupèrent les transactions du bloc, ils vont les réexécuter, ils vont vérifier que le state root et le tx root et le reset root sont corrects, ok, par rapport à ce qui est envoyé par le mineur. Ils vont vérifier que le nonce et le mix hash donc produisent le résultat inférieur ou égal à la difficulté, c'est ce que je disais juste avant. Et si on a 51% des nœuds qui valident le bloc, ben on l'ajoute à la blockchain, ok. Et le mineur du coup à ce moment-là reçoit le reward. Alors je sais plus combien c'est côté, je crois que c'est 2 ETH, je sais plus. Je sais plus comment c'est côté Ethereum. Alors maintenant on va passer au proof of stake, ok. Donc le proof of stake, qu'est-ce que c'est? Alors on n'a plus de preuve de travail, c'est plutôt la quantité de jetons qui est possédée par un validateur qui va permettre à quelqu'un en fait de devenir validateur et de pouvoir prétendre forger du bloc. Alors on dit pas miner hein, côté proof of stake, on dit forger, puisqu'on fait pas de, il y a pas de POW, hein, donc on mine pas. Alors ça nécessite pas d'investissement coûteux. Hein. Bon, il faut quand même un PC un petit peu costaud. Hein. Je crois que pour la BNB Chain c'est 8 cœurs et 32 gigas de mémoire et un terabit minimum, un terabit SSD minimum de disque dur. Mais voilà, ça reste, on va dire, accessible. Par contre, pour postuler en tant que validateur, il faut quand même avoir un peu de pognon, puisque c'est un minimum, il y a un minimum de 10 000 BNB en fait à stacker pour pouvoir devenir validateur. D'accord. Donc ça fait quand même 3 200 000 euros à l'heure actuelle. Alors, les validateurs, ils sont sélectionnés tous les jours. D'accord. Je vais en parler juste après le processus de sélection. Et actuellement, on a 41 validateurs, on en a 21 actifs et 20 candidats. Okay. Donc les actifs, au final, c'est vraiment eux qui valident les blocs. Les candidats, je vais expliquer après ce que c'est. Donc, ce qu'il faut qu'on sache aussi côté BNB Chain, c'est que, étant donné qu'on est sur une quantité de BNB limitée, hein, il y a plus de mine de BNB en fait. Il y a une, comment dire, une supply de 200 millions et on peut pas en créer plus. D'accord. Et donc du coup, comme on peut pas en créer, ben il n'y a pas eu en fait de pool réservé pour les validateurs. Les validateurs, ils sont rémunérés avec les frais de gaz des transactions. D'accord. Donc chaque fois qu'il y a des transactions au niveau d'un bloc, une grosse partie des frais de gaz est récupérée par les validateurs. Okay. Alors ce qu'il faut savoir, oui quand même, il y a une petite partie du gaz, c'est 1/16e du gaz qui est prélevé pour rémunérer les relayeurs. Alors, je vais en parler un peu plus tard pour des relayeurs, qu'est-ce que c'est. Alors, le processus de validation, il se passe côté Beacon Chain. Donc la Beacon Chain, c'est la chaîne en fait de gouvernance qui est au-dessus de la BNB Chain. Et tous les jours à minuit UTC, il y a un module en fait qui est intégré à la Beacon Chain. Alors je crois de mémoire que c'est du Cosmos, hein, la Beacon Chain, donc c'est un module Cosmos et qui va communiquer. Alors ce module-là en fait il a des règles hein, pour sélectionner les mineurs, les validateurs pardon. Donc c'est le nombre de jetons stackés déjà, donc il faut que ça soit supérieur à 10 000. Et plus tu as de jetons stackés, plus tu as de chances d'être sélectionné comme validateur. Il prend en compte aussi d'autres paramètres du style est-ce que le validateur est exclu, est-ce que il est stable en termes de réponse, etc. Et c'est la Beacon Chain qui gère le stacking des BNB des validateurs. D'accord. Ils sont pas dans la BNB Chain, les BNB. Ils sont gérés au niveau de la Beacon Chain. C'est elle qui fait office de gouvernance, en fait, pour la BNB Chain. Alors, il y a un système de gestion des fraudes aussi. C'est-à-dire que si un validateur essaye de frauder, parce que 3 200 000 $, c'est une grosse somme, même pour quelqu'un qui a beaucoup d'argent, ça reste quand même une somme assez conséquente. Et il y a un système de vérification de la fraude. Quand on a des tentatives de fraude ou bien des tentatives ou bien un non-respect du contrat, c'est-à-dire la machine, pendant un certain nombre de temps, elle n'a pas validé des blocs, ou c'était chaotique, ou elle a produit des blocs erronés, etc. Il y a ce qu'on appelle du slashing qui est opéré. Donc ça, c'est une pénalité qui est mise en place en fait sur les BNB qui ont été stackés par le validateur. Donc, ce qui permet de limiter
d'assurer la sécurité côté BNB Chain. Donc, c'est le slashing, puisque vous allez vous prendre une pénalité sur votre monnaie au final. Hein. Donc, quand on touche en portefeuille, on sait très bien que les gens font attention. Et, le fait au-delà du slashing, vous pouvez être exclu ou mis en jail. Ce qu'on appelle mis en jail, c'est en prison, c'est-à-dire pendant un certain nombre de temps, vous pouvez pas valider de blocs. Donc ça, c'est du coup des fonctionnalités qui permettent de s'assurer qu'on n'a pas de fraude et qu'on a une bonne qualité de réponse au niveau de la blockchain. Donc j'en ai parlé de la Bitcoin Chain. Alors elle communique avec la BNB Chain via un protocole cross-chain qui s'appuie sur des relayeurs. Donc les relayeurs, en gros, ce qu'ils font, c'est que c'est des nœuds. Alors l'algo, je crois que c'est du proof of stake aussi dedans, je sais plus. Mais concrètement, les relayeurs, ils stackent aussi, du coup, ils stackent un certain nombre de BNB pour pouvoir participer, puisqu'ils sont rémunérés. Et ils vont chercher des appels, en fait, quand il y a des demandes de communication avec la BNB Chain, ils vont chercher sur la Bitcoin Chain et ils relaient sur des smart contracts de la BNB Chain, et inversement, ils partent de la BNB Chain et ils partent vers la Bitcoin Chain. Okay, donc, elle repose donc sur ces éléments-là, donc les validateurs aussi de la BNB Chain. Et j'en ai parlé juste là maintenant, là, on a des contrats, ce qu'on appelle des contrats BNB Chain Genesis. Donc c'est tout un ensemble de contrats qui permettent à la BNB Chain de fonctionner. Okay, alors, ces contrats, ils sont upgradables, okay, dans le sens bytecode du terme, mais ils nécessitent d'avoir un vote de tout le monde. Ça donne quand même une certaine flexibilité à la chaîne, puisque on n'est pas obligé de faire un hard fork avec une mise à jour du code des clients de la blockchain pour mettre à jour certaines règles au niveau de la blockchain. Donc là, j'ai repris des schémas que j'ai trouvé dans la doc de BNB Chain. Hein, donc on voit bien là, j'ai la Binance Chain en fait qui est la Bitcoin Chain. Elle appelle le cross chain package. Il y a les relayeurs qui entrent en jeu et ça arrive sur la Binance Smart Chain et ça permet de définir qui est validateur et qui ne l'est pas. Okay, alors les 41 validateurs qui sont sélectionnés tous les jours, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a, alors je vais les appeler prime. Donc on en a 21 prime et 20 candidats. Alors pour assurer un peu plus de décentralisation et fiabiliser aussi son réseau, il y a eu une évolution qui a été introduite il n'y a pas très longtemps au niveau de la BNB Chain. Ce qui se passe, c'est que, alors, on a ces 21 primes et ces 20 candidats, et en fait, maintenant, avant cette évolution, les primes restaient validateurs pendant toute une journée, pendant 24 heures. D'accord? Alors, du coup, sachant combien on vote tous les jours, ça peut évoluer. Hein. Hier, je peux avoir mes 21 primes qui étaient A, B, C, D, E, F, etc. Demain, je peux avoir Z, Q, A, B, C, en fonction du nombre de jetons stackés, en fonction de qui a été slashé, qui n'a pas été slashé, etc. Et donc, avec cette évolution qui a été introduite, donc, alors, les 21 primes et les 20 candidats sont élus pour une journée. Okay, par contre, il y a une rotation en fait dans ceux qui sont élus pour la journée, puisque tous les 200 blocs, donc c'est ce qu'on appelle une époque au niveau BNB Chain, les nœuds validateurs appellent un smart contract dédié pour récupérer du coup les 21 nouveaux validateurs pour l'époque courante. Alors, comment on fait le smart contract? Ce qu'il va faire, c'est qu'il va, parmi les 21 primes, il va sélectionner 19 validateurs, d'accord? Et il y en a 2 autres qui vont être sélectionnés de manière aléatoire. Alors, parmi les 21, c'est aléatoire aussi. Hein. Et parmi les 19, et parmi les 2 supplémentaires, il va en sélectionner de manière aléatoire 2 aussi au niveau des candidats. Alors ça permet quoi? C'est que l'objectif, c'est que on puisse, s'il y a quelqu'un qui est mis en jail ou autre, au niveau des primes, on puisse aller chercher quelqu'un côté candidat. Et ça permet aussi d'inciter les candidats à maintenir leur matériel hein, et leur connexion Internet. Puisque avant ça, s'ils n'avaient pas assez de BNB ou s'ils n'étaient pas assez haut dans le classement, ils pouvaient jamais prétendre à valider du bloc. Alors, la sélection du validateur, elle est assez simple. Hein, je prends le nœud 1, le nœud 2, le nœud 3 et puis je recommence, etc. Et donc, ce que je disais avant, c'est la VEP 131 hein, qui a été à l'initiative justement de cette évolution de la sélection
des validateurs et de la création des époques au niveau de la BNB Chain. Donc, au niveau de la diffusion des transactions et de leur prise en compte, on est sur les mêmes principes pour les blockchains à base de pots. C'est-à-dire qu'on a un state root, une transaction de root, une reset root. Les vérifications qui sont faites sont les mêmes. Okay, il y a juste la vérification du mix hash et du nonce qui n'y est plus, puisque au final, maintenant, quand un validateur, en fait, il doit forger un bloc, bah, il va exécuter toutes les transactions, il va impacter les tris, etc. Il va signer le header du bloc et il va ajouter la signature au champ extra data. Tout à l'heure, j'en ai parlé, j'ai dit un champ extra data. Il est utilisé côté BNB Chain pour que le validateur puisse signer le header du bloc et dire ben voilà, j'ai signé, et c'est là. Et ça permet aux autres validateurs de vérifier que c'est bien le bon validateur qui a signé le bloc. Okay, et donc les autres validateurs, ils récupèrent le bloc, ils vérifient la signature, ils réexécutent toutes les transactions. On est toujours dans une stratégie de on ne fait pas confiance, on vérifie, on réexécute tout. Et ils vérifient que les hash que eux obtiennent correspondent aux hash qui ont été fournis par le validateur. Si c'est OK, ben on valide et puis on ajoute le bloc à la liste de la blockchain. OK. Alors, ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'on a un temps minimal à respecter pour valider un bloc. Hein. Contrairement au pot où on a un temps de façon obligatoire avec le fait qu'il y a un calcul à faire qui prend un certain temps. Côté validation, je pourrais dire, ben, j'embarque la moitié des transactions et puis je continue parce que je veux passer, à autre chose. Et, du coup, ce temps minimal, les autres nœuds témoins le vérifient aussi. C'est-à-dire qu'ils vérifient est-ce que le validateur a bien mis les 3 ou 4 secondes nécessaires pour valider le nœud. S'il l'a validé au bout d'une seconde, bah, il est slashé. Le bloc est refusé, puis le validateur est slashé. Et les transactions sont reprises pour être exécutées par un autre validateur. Bon. Oui, il y a un autre point aussi, c'est que si on entre dans une nouvelle époque, le validateur courant qui est en train de valider le bloc, il est censé ajouter la liste des nouveaux validateurs au champ extra data. Alors, ça sert pas aux validateurs, hein, puisque eux, ils ont accès au smart contract. Par contre, les light clients, c'est-à-dire les clients qui sont pas des validateurs, mais qui se servent des infos de la blockchain pour s'exécuter, ils n'ont pas accès au smart contract permettant de récupérer les prochains validateurs, etc. Donc, c'est les validateurs qui mettent dans le champ extra data les prochains validateurs à prendre en compte. Ça évite aux light clients de partir sur une route parce qu'il y a un des validateurs qui continue à émettre des blocs alors qu'il n'avait pas le droit. Quoi. Alors, à BNB Chain, j'en ai parlé aussi, hein, il y a un certain nombre de contrats natifs. Il y a une partie de la logique en fait qui est utilisée par la BNB Chain pour la gestion des rewards, les validateurs, les relayeurs, etc., qui est dans ces smart contracts. Et notamment la gestion aussi de la communication avec la Beacon Chain. Okay, donc les relayeurs communiquent avec ces contrats pour faire la communication entre la Beacon Chain et la BNB Chain. La sécurité, donc j'en ai parlé, elle repose sur les validateurs. Le nombre de validateurs, donc 21, ça reste quand même assez. Alors c'est pas énorme par rapport à d'autres proof of stake. C'est pour ça que tout à l'heure on parlait de proof of stake authority. Le montant est quand même assez costaud. Hein. Il faut stacker un certain nombre de BNB, donc tout le monde n'a pas envie de perdre 3 millions de BNB pour pas grand chose au final, parce que quelqu'un qui essaye de tricher, il va par exemple de faire une double dépense. Il va valider un bloc par exemple dans lequel je sais pas, il envoie un million de BNB à quelqu'un d'autre et puis l'annule après la transaction plus tard. Donc s'il essaye de faire ce type de choses, non seulement il va perdre 3 millions en BNB, mais en plus il va aussi être exclu et son bloc, les validateurs vont se mettre d'accord pour repartir et reconstruire la blockchain. D'accord? Donc au final, ben, il aura tout perdu. Il aura pas sa double dépense n'aura pas fonctionné, il aura perdu 3 millions d'eux et en plus il sera exclu et il recevra plus de frais. Voilà. Et sachant que les frais en plus sont payés en fin de journée, je crois, donc il perdra aussi une journée de frais. Alors, donc ça j'en ai parlé, hein, donc il peut être mis en jail ou amputé. Okay, donc 10 000 BNB pour une tentative de double dépense. Et ce qu'il faut savoir, c'est que alors la BNB Chain, ils ont quand même des bots automatisés, etc., qui permettent de vérifier des choses pour le slashing, mais n'importe quel user peut faire une requête de slashing. C'est-à-dire que s'il détecte par exemple qu'il y a un validateur qui a essayé de faire une double signature, une double dépense, que ça n'a pas été vu par exemple par la BNB Chain, il peut faire une requête de slashing
Alors, il envoie les informations nécessaires. Alors, c'est vérifié automatiquement après côté BNB Chain. Et si le résultat s'avère cohérent, bah, tout le monde est informé. Et non seulement, et donc le validateur qui a triché, slashé, exclu, etc., etc. Et celui qui a fait la requête de slashing, il se verra en fait recevoir 100 BNB, je crois que c'est. Ce qui reste quand même assez important en termes de montant, quoi. Donc voilà, on a fait le tour pour les Proof of Work, Proof of Stake. Là, l'objectif, c'est de faire une petite passe sur les ZK Rollup. Ok. Alors, un ZK Rollup, qu'est-ce que c'est? C'est une blockchain de niveau 2. Alors, ça reste c'est des blockchains, alors pas exactement EVM, bon, je rentrerai pas dans le détail, mais c'est une blockchain de niveau 2. Qu'est-ce que c'est une blockchain de niveau 2? Ça dépend. Niveau 2, ça peut être des blockchains qui tournent à côté et qui reposent sur la monnaie en fait de la blockchain principale, niveau 1. Dans le cas des ZK Rollup, euh, c'est vraiment intimement lié avec la blockchain de niveau 1. Okay, ça permet de faire quoi? C'est que ça permet d'augmenter la scalabilité, hein, puisque sur ces ZK Rollup, on est sur des blockchains de niveau POS, donc Proof of Stake. Il y a beaucoup moins de monde que sur la blockchain principale aussi. Comme on passe sur du Proof of Stake et qu'en plus on peut allouer des machines assez puissantes, etc., ben on diminue aussi largement les frais de gaz. Alors, côté Ethereum, notamment, c'était une très grosse évolution parce que ça permettait justement aux gens de moins payer de payer beaucoup moins pour les frais de gaz qui étaient assez énormes sur cette blockchain et qui le sont toujours. Donc, ça peut avoir, alors, on peut avoir un seul nœud en charge de l'exécution des transactions et du report dans la L1. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, au niveau des ZK Rollup, enfin ou des blockchains de niveau 2 du type Rollup, pardon, parce que c'est un type de blockchain de niveau 2, c'est une blockchain à part entière, donc elle a ses validateurs ou bien son nœud validateur principal. Et vous faites vos transactions dessus, etc. Et au bout d'un certain nombre de transactions, il y a une sorte de batch qui est créé, une sorte de bloc quelque part. Et ce batch de transactions, il est reporté sur la L1. C'est-à-dire qu'on va aller écrire dans la L1, alors pas directement dans le state, etc. C'est plutôt en fait, on a un smart contract en fait côté L1 qui correspond en fait à cette rollup, à ce ZK rollup, et on va appeler le smart contract pour lui dire ben voilà, j'ai tant de transactions qui ont été exécutées sur la L2, merci de me les enregistrer. Une fois qu'ils sont enregistrés la L1, ben ils sont figés. Okay, donc c'est à dire qu'on a cette sécurité là de dire ben on peut tracer en fait ce qui s'est passé sur la L2, s'il y a eu de la triche, il y a eu voilà. Et donc c'est pour ça que je disais que ça restait fortement lié à la blockchain de niveau 1, puisque on vient en fait répercuter tout ce qui a été fait sur la L2 au niveau de la L1 après, à chaque fois qu'on a n transactions qui ont été exécutées. Donc à chaque bloc côté L2, on répercute ça au niveau L1. Et donc, ce que je disais, hein, c'est que le lien entre la L2 et la L1, c'est au niveau des smart contracts. C'est-à-dire que la L2 appelle des smart contracts déployés sur la L1. Et il y a une compression en fait des transactions qui est opérée côté L2 pour les reporter vers la L1 pour économiser en fait du gaz, hein, au final. L'autre optimisation, c'est qu'ils utilisent ce qu'on appelle le champ call data. C'est-à-dire que quand j'appelle en fait le smart contract de mon rollup côté L1, je vais mettre tous les transactions dans un champ call data, donc de ma fonction du coup. Et en fait, le call data, j'en ai parlé au tout début, si vous vous rappelez, c'est stocké dans dans le recept tree, du coup qui coûte beaucoup moins cher que le state tree, parce qu'on le crée une fois, on n'a pas à le retoucher. Bon, bref, et il est beaucoup moins gros que le state tree, donc il y a beaucoup moins d'opérations à faire pour le mettre à jour, pour le créer. Donc il s'est stocké là-dedans, mais du coup c'est quand même figé parce que ça reste accessible, c'est historique, c'est historisé, quoi. Okay, alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que au niveau du ZK Rollup, contrairement à l'Optimistic Rollup, alors l'Optimistic Rollup c'est aussi un rollup, sauf que il part du principe que, donc c'est pour ça qu'on l'appelle optimiste, lui quand il publie les transactions sur la L1, il part du principe qu'elles sont valides. Il n'y a pas eu de triche des validateurs sur le L2. Donc
ok. Et si jamais il y a, alors il y a une fenêtre de 1 semaine, si pendant 1 semaine, enfin en gros à chaque fois que je reporte un bloc, le bloc pendant 1 semaine, on peut venir le contester. S'il est contesté, ben il est réécrit. Alors faut apporter des preuves, etc. Je rentrerai pas dans le détail, mais on a 1 semaine pour contester un bloc, pour dire bah non, là il y a un problème, il y a un des validateurs qui a mal joué son rôle. Et sachant que côté L2, les validateurs stack aussi, hein. On a les mêmes principes que ce que j'ai expliqué un peu plus haut sur le proof of stake. Donc ils sont aussi slashés, etc. Donc il y a quand même cette incitation à ne pas tricher. Mais ça peut arriver. Et donc, côté Optimistic Rollup, donc la vérification se fait après. Côté ZK Rollup, la vérification se fait, à chaque fois que je reporte un bloc de la L2 vers la L1, j'apporte les preuves que ce bloc-là est valide et vérifié. Okay, alors ça se fait au travers de preuves cryptographiques. Ça s'appelle du zero knowledge. Donc c'est quoi le zero knowledge? C'est des preuves mathématiques qui permettent en fait, alors on peut pas prouver des faits avec, mais on peut prouver des nombres, des opérations mathématiques pour dire en gros, ben, Bob a envoyé 10 dollars à Alice par exemple, et je peux le faire en fait sans avoir à envoyer les éléments que j'ai. C'est-à-dire que si j'ai mon state tree par exemple, j'ai pas besoin d'envoyer tout mon state tree dans les datas pour que la blockchain puisse vérifier que mon state tree est correct. Je vais lui envoyer une preuve en fait. C'est pour ça que ça s'appelle zero knowledge, c'est-à-dire que je lui envoie juste je fabrique une preuve à partir de mes données et je lui envoie. Et de l'autre côté, lui, il peut vérifier que ce que je dis en gros est vrai, sans avoir à montrer en fait en gros mes données. C'est-à-dire que je peux connaître par exemple le code d'une porte d'entrée. Alors ça c'est un fait pour le coup, mais bon, c'est pas grave. Je peux connaître le code d'une porte d'entrée sans avoir à te montrer que je connais ce code-là. Ok, donc t'as pas besoin d'être devant moi, mais avec des stratagèmes, je pourrais te montrer que je connais, puisque tu me vois, je suis à l'intérieur, puis après je suis à l'extérieur, puis je suis à l'intérieur, par exemple. Ce genre de choses. Alors je rentrerai pas dans le détail parce que je maîtrise pas encore assez bien la partie, c'est assez frais pour moi, la partie algorithmique et mathématique qu'il y a derrière le zero knowledge. Ça pourra faire ça pourra faire on pourra faire peut-être une vidéo dédiée sur le ZK Rollup pour expliquer vraiment concrètement qu'est-ce que ça veut dire au niveau code, enfin au niveau maths utilisé et concepts utilisés pour assurer justement cette sécurité. Mais voilà, donc contrairement à l'optimistique, chaque bloc, on est sûr qu'il est valide et que les transactions ont été sont correctes, quoi, concrètement. Alors, on appelle cette preuve là, enfin les différentes preuves, validity proof ou zero knowledge proof. Ok. Alors oui, ce qu'il faut savoir, un autre point important, c'est que côté L2, je sais pas des Ethereum hein, ou du BND ou ce qu'on veut qui est traité, qui est géré côté ZK Rollup, euh, c'est euh, c'est des assets qui sont pégés sur les assets de la L1. C'est-à-dire que, en gros, si moi je dépose 10 BNB sur mon rollup contrat, ok, ben, j'ai 10 ZK-BNB qui sont créés de l'autre côté via une communication cross-chain. Donc concrètement, comment ça se passe, c'est que chaque fois qu'il y a un validateur côté L2 qui vient déposer des transactions sur la L1, il va venir vérifier aussi est-ce qu'il n'y a pas des demandes de PEG en attente. Donc Bob, là il détecte que Bob il a posé 10 BNB. Donc les 10 BNB sont loqués sur le rollup contrat. Et puis de l'autre côté, on va lui minter 10 ZKBNB et à partir de là, Bob va pouvoir venir travailler sur la blockchain ZK Rollup de L2. Et l'autre rapport aussi par rapport aux Optimistic Rollup, c'est que comme l'Optimistic Rollup, on a une fenêtre d'1 semaine, en gros, après chaque bloc, pour vérifier que le bloc est valide ou qu'il n'a pas été contesté. Ben, quand j'envoie du BNB sur un Optimistic Rollup et que ce BNB est minté de l'autre côté sur la blockchain L2, pour le renvoyer ensuite vers la BNB chain, il faut que j'attende 1 semaine. C'est la règle, c'est pour vérifier que voilà, que personne n'a contesté en gros ma transaction initiale. Ou bien, enfin ma transaction initiale, ou les transactions qui font partie du bloc dans lequel j'ai été embarqué pour faire mon mintage. Côté ZK, on n'a pas le problème, puisque vu que les blocs sont immédiatement vérifiés et validés grâce au Zero Knowledge Proof, si j'envoie du BNB vers un ZK Rollup, tout de suite après, je peux les récupérer, enfin, ou du moins après
que le prochain batch de transactions ait été reporté, je peux récupérer mes BNB sur la BNB chain directement. Donc voilà, j'ai terminé, c'est terminé. J'espère que ça a été intéressant pour vous. J'espère que j'ai pas trop dit de conneries aussi. Donc si vous avez détecté des choses qui sont pas vraies ou partiellement vraies ou fausses, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Allez, bon vent à tous et à la prochaine.